Et je vous demande d'accueillir Dominique Moll. Merci beaucoup. Alors l'idée sera de faire circuler un micro, donc n'hésitez pas à lever la main pour poser une question ou simplement même partager votre ressenti. Je démarre toujours sur une question qui est la genèse d'un projet. Et donc après La Nuit du 12, qui était une adaptation, enfin en tout cas en partant d'une œuvre qui n'était pas forcément une œuvre de fiction, mais en tout cas... Non, c'était un livre documentaire. Mais c'était quand même une forme d'adaptation. Ici, il y a une inspiration de faits réels, mais on est... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Il y a une inspiration de faits réels, mais on est dans... Voilà. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à nouveau au corps policier et pourquoi cet axe précis ? Je pense que la nuit du 12 m'a un peu donné le goût de l'exploration de l'institution policière. C'est vrai que c'était basé sur un livre d'une autrice qui avait passé 1 an en immersion à la PJ de Versailles, donc c'était très 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 documenté, c'est ce qui m'intéressait, enfin qu'elle parlait de choses qu'on voit normalement, enfin qu'on ne voit pas dans les fictions habituelles, et notamment sur le fonctionnement de la PJ et toutes les parties qui peuvent paraître ingrates et pas forcément propices à la fiction. Et donc ça m'avait plu et j'avais envie de poursuivre un peu ce travail-là. Et c'est vrai que l'IGPN, donc la police des polices, est une institution qui m'intrigue ou éveille ma curiosité depuis un moment, notamment parce qu'on ne sait pas grand-chose d'elle. Que c'est assez inaccessible et contrairement à la PJ, il n'y a eu aucune œuvre de fiction, que ce soit au cinéma ou en littérature. Voilà, donc rien que ça m'a rendu curieux. Et puis je savais aussi, de par les contacts que j'avais pu avoir avec la police, que c'était une institution qui n'était pas très appréciée, même plutôt très mal aimée, sinon parfois détestée par le reste de la profession. Et qu'en même temps, elle était critiquée par un certain nombre de médias et de citoyens qui lui reprochaient d'être jugé parti, de ne pas enquêter de façon impartiale, puisque c'était des policiers qui enquêtaient sur d'autres policiers. Et voilà, et d'imaginer un personnage d'enquêtrice comme ça, dans cette situation assez inconfortable, puisque critiquée par 2 côtés différents, me semblait un point de départ intéressant pour une fiction. Mais je savais dès le début que je voulais que ça soit une enquête liée au maintien de l'ordre, parce qu'ils font aussi évidemment des enquêtes sur des affaires de probité, c'est-à-dire de corruption, donc ce qu'on appelle les ripoux. Mais ça m'intéressait moins parce que ça restait à l'intérieur de l'institution policière, alors que le maintien de l'ordre, ça touche au rapport police-citoyen, et je trouvais ça intéressant à explorer aussi. Et voilà, et donc j'ai commencé à me documenter, à faire des recherches en ressortant des enquêtes journalistiques qui avaient été faites sur des affaires un peu emblématiques au moment des Gilets jaunes, avec des rencontres aussi, mais le plus important c'était de voir si je pouvais faire une immersion au sein de l'IGPN, ce qui n'était pas gagné d'avance, et je pensais honnêtement qu'on allait me dire non. J'avais un contact au ministère de l'Intérieur, enfin suite à la nuit du 12, et donc je lui ai demandé s'il pensait que c'était possible, que ça serait possible d'y mettre un pied. Et il a dit « Ah, bon, pourquoi pas, je vais te faire rencontrer la nouvelle directrice de l'IGPN ». Et je pense que c'était un peu un coup de bol de timing, parce que donc c'était une nouvelle directrice qui, pour la première fois, n'était pas une policière, mais une magistrate, et qui était très ouverte d'esprit, et dont l'ambition était aussi de rendre l'institution plus transparente, ou en tout cas que les gens comprennent un peu mieux quelle était sa fonction et ce qui s'y passait. Et voilà, donc le fait que quelqu'un du cinéma s'y intéresse, ça rentrait un peu dans
voilà, dans cette logique-là. Et donc, elle m'a permis d'y passer quelques jours, enfin, c'était une semaine. Et ça, c'était vraiment très précieux et même indispensable. Enfin, sinon, je ne sais pas si j'aurais fait le film. Mais j'ai donc pu observer des enquêtrices et des enquêteurs dans leur travail, assister à des auditions et surtout échanger avec eux et avec elles. Enfin, je dis surtout elles parce que il y a une proportion assez élevée de femmes à l'IGPN. Et j'étais plutôt en contact avec des enquêtrices. Et j'ai pu rester en contact avec elles aussi par la suite, quand on a écrit le scénario avec Gilles Marchand, pour dès qu'on avait une question, voilà, comment ça se passe dans ce cas-là, et là, est-ce que ça c'est plausible si on imagine ceci ou cela, voilà. Donc... Oui, moi, ça répond pleinement à ma question. La nuit du 12, vous nous confrontiez à un univers très masculin, en tout cas... ici, effectivement, vous venez de le dire, il semble qu'il y ait plus de femmes au niveau de la police, des polices. Le personnage féminin s'est imposé à vous ou vous vouliez travailler sur un personnage féminin ? Un peu les deux. En fait, ça tombait bien que, enfin, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enquêtrices au sein de l'IGPN et même dans la hiérarchie, il y en a beaucoup. Et puis parce que je m'étais dit aussi que ça faisait, enfin, mon tout premier film, le personnage, enfin, que peu de gens ont vu, le personnage principal était une femme, mais après c'était que des mecs. Et donc je me suis dit qu'il serait temps de refaire un rôle, un personnage féminin. Mais bon, ça se force pas non plus. Mais là, il se trouve que c'était assez cohérent avec la réalité. Et puis aussi, je me disais que c'était enfin, le fait d'imaginer comme ça une enquêtrice face à des policiers mis en cause, qui ont quand même tous une certaine carrure et qui transpirent un peu la testostérone, ça amènerait une tension supplémentaire. Voilà, donc ça m'intéressait aussi pour ça. Je trouve que ça répond bien aussi à La Nuit du 12, où il y a un personnage féminin qui est très important au cœur du film. Je ne parle pas de la victime, je parle de la policière. Oui, oui, oui. À quel moment est-ce que Léa Drucker est apparue ? Alors, je n'ai pas écrit pour elle, en tout cas pas au début, mais pendant l'écriture, je pensais de plus en plus souvent à elle, et au bout d'un moment, le personnage se confondait un petit peu avec elle. Donc à la fin du scénario, c'était quand même comme si on écrivait pour elle. Enfin, j'entendais un peu ses intonations, sa voix. J'avais travaillé avec elle déjà il y a 10 ans sur un film qui s'appelle Des Nouvelles de la planète Mars, mais elle avait un tout petit rôle. Mais on s'était bien entendu, et puis j'avais suivi sa carrière, et voilà, voilà, j'avais l'intuition qu'elle serait parfaite pour incarner ce personnage. Enfin, il fallait quelqu'un avec de talentueux, enfin, ce qu'elle est, mais avec une vraie intelligence de jeu aussi, parce que c'est un personnage qui ne peut pas laisser libre cours à ses émotions. Enfin, pendant la préparation du film, à un moment donné, elle m'avait demandé si c'était possible qu'elle rencontre des enquêtrices de l'IGPN. Donc j'ai organisé un rendez-vous avec 2 d'entre elles. Et donc voilà, enfin, on a parlé de plein de trucs, mais là, une des questions les plus importantes que posait Léa, c'était, voilà, moi, comédienne, mon outil de travail, c'est les émotions, je travaille avec ça. Mais vous, enfin, enquêtrice, comment vous gérez ça ? Parce que vous devez bien ressentir des choses quand vous êtes face à, voilà, une mère qui vient porter plainte parce que son fils a été grièvement blessé, peut-être sentir de la compassion, ou un flic qui vous agace parce qu'il est arrogant, hein, Steve. Et donc, elle disait, évidemment qu'on ressent des choses, on n'est pas des robots, mais on ne peut pas se permettre de les afficher, enfin de l'extérioriser. Et donc on met tout ça sous cloche. Et surtout, on ne peut pas non plus, nous, se permettre de se laisser envahir par nos sentiments ou les émotions, parce qu'on, voilà, comme toute enquêtrice à l'IGPN ou à la PJ, on enquête à charge et à décharge. Il n'y a que les faits qui comptent. Et enfin, comme elle dit à un moment donné au substitut du procureur au téléphone, qui lui demande c'est quoi votre avis personnel, elle dit moi j'ai pas d'avis personnel. Et donc ça, c'était
c'était très intéressant comme fil rouge, enfin comme ligne de conduite par rapport au jeu et à la direction d'acteur, de se dire, voilà, il faut sentir qu'il se passe plein de choses à l'intérieur, mais elle n'a pas le droit de les exprimer clairement, mais évidemment que le spectateur doit quand même percevoir ce qui se passe à l'intérieur et le lire. Et c'est vrai que je trouve que Léa, elle est assez magistrale dans cet exercice. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le seul moment où vraiment elle se lâche un peu, c'est pas dans le cadre professionnel, mais dans le cadre privé face à sa mère qui l'agace comme beaucoup de mères. Pardon, maman. Est-ce qu'il y aurait déjà une question ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de montrer votre film à des membres d'institutions de l'IGPN et justement leur demander un peu comment vous avez vu votre travail ? Oui. Oui. Enfin, déjà, la directrice qui m'a autorisé à pénétrer dans l'institution, mais qui n'y est plus depuis janvier, a vu le film, qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Et aussi d'autres personnes avec qui j'avais été en contact et les enquêtrices aussi avec qui j'avais beaucoup échangé l'ont vu et elles ont. Enfin, ça met plutôt en valeur leur travail. Après, c'est une enquêtrice assez idéale qu'on voit dans le film. Enfin, je sais qu'il y a des cas de figure où le travail effectué par certains enquêteurs ou enquêtrices peut être plus discutable. Hein. Je ne pense pas qu'ils soient tous comme ça, enfin, comme dans n'importe quelle institution. Hein, mais du coup, c'est vrai que leur travail était plutôt montré avec sérieux dans ses difficultés et ses limites. Mais comme... voilà, mais ça montre aussi les pressions qu'il peut y avoir de la hiérarchie. Mais voilà, enfin, ils ont en tout cas... ils ont bien apprécié le film. Ouais. Est-ce que vous êtes parti d'un cas concret ou est-ce que vous êtes inspiré de différents faits et que vous l'avez construit ? Non, alors l'affaire telle qu'elle est dans le film n'existe pas, mais par contre, quasi tout ce qui est dans le film vient de quelque part dans la réalité. Enfin, il y a notamment 3 affaires qui m'ont inspiré, mais après il y a plein de détails aussi qui viennent d'autres affaires. Enfin, il y en a une, c'est pour comment dire, la famille, la configuration familiale, une famille de primo-manifestants avec la mère, ses enfants, ils viennent manifester pour la première fois, ils viennent de province, ils en profitent aussi pour faire un peu de tourisme et tout à coup tout ça se transforme en cauchemar quand l'un des fils se fait grièvement blesser. Ça, c'est une famille que j'ai rencontrée, c'était pas un tir de LBD, mais c'était une grenade Gliev 4 qui a arraché la main d'un des fils et blessé les autres. Et voilà, ça date du 24 novembre 2018, et ça a été jugé il y a 2 mois. Donc ils ont quand même dû attendre 7 ans, avec des premiers classements sans suite, etc. Donc le CRS qui avait lancé cette grenade où on se dit que c'était pas absolument nécessaire ni proportionné, comme on dit, même si lui-même dit si on était en danger de mort, c'était pour protéger mes hommes. Mais il a quand même lancé cette grenade sur des gens qui ne faisaient rien. Voilà, et donc sa ligne de défense, c'est souvent ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes, des épisodes très violents au moment des Gilets jaunes, évidemment, où les policiers s'en sont pris plein la gueule, mais c'était pas non plus tout le temps, et c'était pas parce qu'il y a des épisodes violents que ça justifie le fait de faire n'importe quoi tout le temps. Et là, c'était le cas, et donc finalement, le jugement, il a été relaxé complètement, et la justice lui a donné raison et n'a même pas retenu le principe d'imprudence alors qu'il a lancé cette grenade sans aucune visibilité ni rien. Donc il y a quand même quelque chose de... c'est pas une impunité systématique, mais il y a quand même une tendance à être assez
assez indulgent envers envers ce genre d'affaires. Après, évidemment, il faut savoir aussi que l'IGPN, comme n'importe quel autre service de PJ, par exemple, mène l'enquête, mais ne va pas décider des... Enfin, après, c'est sous l'autorité du parquet ou d'un juge d'instruction, et c'est le parquet qui va décider s'il y a une mise en examen, un classement sans suite, etc. Et donc il y a aussi d'autres affaires, bon, je ne vais pas toutes les raconter, mais où on a pris d'autres éléments. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Le temps que le micro arrive, moi je suis curieux sur toute la construction des images, on va dire, documentaires, captées par les vidéos de surveillance, etc. Est-ce que vous avez utilisé des vraies vidéos de surveillance ? Est-ce qu'il faut recréer voilà, parce que c'est quand même une sorte de mise en abîme hyper réaliste au cœur même du film. Oui, alors en fait, quand j'étais en immersion à l'IGPN, j'ai constaté que dans toutes ces enquêtes, les images étaient très très importantes et que les enquêtrices et les enquêteurs passaient énormément de temps à rechercher, à essayer de retrouver les images, à rechercher, à les sécuriser, parce qu'on les efface au bout d'un certain temps aussi, et que c'était des types d'images très différents, aussi bien des caméras de surveillance de la préfecture de police que des images tournées avec des smartphones par des manifestants qui pouvaient se retrouver sur les réseaux sociaux, que des caméras de commerce ou des choses filmées par les journalistes. Et voilà, donc il y avait vraiment tout ce temps passé à visionner, à scruter, à regarder si à l'arrière-plan on voit pas un truc. Et donc très vite, avec mon camarade Gilles Marchand, pendant l'écriture du scénario, on s'est dit, enfin voilà, déjà que ça avait quelque chose d'assez cinématographique et qu'on allait construire l'enquête autour de ça, enfin que les paliers qu'allait franchir l'enquête allaient avancer grâce à ces vidéos. Et donc, évidemment, dans ces vidéos, il fallait des choses très précises. Enfin, même quand il y a une bataille rangée entre des manifestants et des CRS et qu'au fin fond, on voit les 5 policiers qui se déplacent, si on se dit, je vais visionner 50 000 heures de rush de vidéos, de manifs, voir si je trouve ça, c'est un peu illusoire. Donc voilà, donc toutes ces vidéos, on les a tournées nous. On les a reconstituées. Évidemment, toute la série de photos qu'on voit au début, ça, c'est des photos qui ont vraiment été prises en situation par des photographes professionnels le 8 décembre 2018. Et alors, dans les vidéos de la famille Girard, enfin, qu'on les voit déambuler, etc., évidemment, toutes celles où on voit la famille, c'est nous qui les avons tournées. Mais j'avais là aussi visionné beaucoup de vidéos et sélectionné quelques plans dont je savais que je pouvais les combiner avec des choses qu'on allait tourner nous. Par exemple, il y a un moment où la famille chante « On est là, même si Macron ne veut pas, on est là ». Ils sont dans une rue bloquée par un cordon de gendarmes mobiles. Donc le plan sur eux, évidemment, c'est nous qui l'avons tourné, mais avant, j'avais sélectionné un bout de plan où on voit des manifestants de dos et un cordon de gendarmes mobiles qui bloque la rue, et donc on a recadré en format smartphone, et du coup on a pu combiner les deux. Mais en fait, il y en a assez peu d'images de vidéos préexistantes. La plupart, on les a tournées nous. Alors parfois, c'était un peu bizarre parce qu'on avait beaucoup de figurants, de fumigènes, de voitures en feu, et puis on filmait ça avec un smartphone, donc c'était un peu étrange, mais voilà. Merci. Quelle a été la séquence la plus difficile à tourner, que ce soit pour des questions logistiques ou pour vraiment atteindre votre vision? Et comment vous avez fait? Alors en termes de logistique... c'est... Bon, il y a les vidéos certaines vidéos dont on parlait, avec les manifestants, parce que ça demandait beaucoup de moyens, de bloquer la rue, etc., etc. Ce qui était assez
pas si simple à faire et assez fascinant, c'était toutes les scènes de filature dans le métro et dans le RER, où le personnage de Léa Drucker suit la femme de chambre, parce que je voulais vraiment que ça... Enfin, qu'on sente l'heure de pointe, qu'on sent le fait que cette femme va tous les matins, tous les soirs prendre le métro, puis le RER, voilà, dans des moyens de transport bondés. Et en général, la RATP, quand ils donnent l'autorisation, on n'a droit qu'à quelques figurants. Enfin, c'est assez... du coup, ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Et puis, à force de négocier, on a eu l'autorisation de faire des choses avec beaucoup plus de figurants. Donc ça, il y a en partie à l'heure de fermeture dans les couloirs. Mais il y a aussi un certain nombre de plans qu'on a fait en situation réelle, c'est-à-dire pendant les vraies heures de pointe, où on était un peu planqué, enfin pas avec la grosse caméra Alexa, mais avec un appareil photo, et où Léa Drucker voilà, déambulait parmi les gens, et évidemment ça apporte vraiment quelque chose de voir toutes ces dizaines et ces centaines de personnes qui défilent devant elle. La difficulté dans ce cas-là, c'est le droit à l'image, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes qu'on voit soient pas identifiables, donc c'est souvent des gens qui font des volets ou qui passent tellement vite ou qu'on n'arrive pas à les identifier, mais ça c'était pas simple à faire, mais assez gratifiant parce que le résultat était super. Et puis, sinon, presque, enfin, ça peut paraître très simple en termes de dispositif, mais une des scènes la moins simple, et qu'on a d'ailleurs retourné plusieurs fois, c'est la dernière scène, c'est-à-dire enfin, celle de la déclaration de Guillaume Girard face caméra. Parce que j'avais écrit un premier texte qui, enfin, quand on l'a tourné, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long, que ça faisait un peu déclaration du scénariste ou du réalisateur, que ça fonctionnait pas bien, donc je l'ai réécrit plusieurs fois. Enfin, l'avantage, c'est comme c'est juste lui devant un mur blanc, on pouvait, même pendant le montage, on l'a refait une fois, et après encore une fois, jusqu'à ce que je réduise de plus en plus le texte pour que ça soit vraiment que des choses assez concrètes et pas des déclarations d'intention, et jusqu'à trouver le bon texte pour ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question ? Là, ici. Le temps d'arriver. Moi, je trouve qu'une des forces du film est de proposer presque un arrêt sur image à un moment T sur une réalité sociale aussi en France. Oui, alors c'est vrai que, enfin, quand moi j'ai commencé à réfléchir au projet, c'était début 2023, je crois. Donc c'était plutôt au moment des manifestations, des grosses manifestations contre la réforme des retraites, qui avaient aussi leur lot de violences policières et de blessés. Mais j'ai su très tôt que j'avais envie de le situer au moment des Gilets jaunes, parce qu'il me semblait important de revisiter cette période. D'une part parce que moi, j'étais un peu passé à côté, enfin en tout cas dans un premier temps, comme beaucoup de gens, parce que ça a pris tout le monde de court. C'était complètement inédit. On ne savait pas trop quoi en penser, est-ce que c'était qu'un truc populiste, ou c'était des revendications qui tournaient un peu autour de la voiture, donc c'était un peu suspect, etc. Et j'ai mis du temps, comme beaucoup d'autres, à me rendre compte que, puis aussi les images de violence qui circulaient, etc., et on avait l'impression que ça se résumait à ça. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était beaucoup plus complexe que ça, et que derrière ce mouvement, il y avait des vraies revendications légitimes, que c'était l'expression d'un fossé très fort entre Paris, centre de pouvoir centralisé, et la province, les zones rurales, les zones périurbaines, les petites villes, et qu'il y avait un vrai désir de participation démocratique, et qui leur a été refusé, et d'être vu déjà. Et puis aussi, bien sûr, des questions de pouvoir d'achat. Donc c'était presque un peu une séance de rattrapage, mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'en 2023,
plus personne n'en parlait. Enfin, c'est que comme si le Covid avait un peu servi de coup d'éponge et qu'après on n'en parlait plus. Et ça me semblait assez sidérant qu'on n'en parle plus du tout, parce que les problèmes que ça avait pointés existaient toujours. Et que voilà, c'était un mouvement qui avait vraiment ébranlé le pouvoir, et qui faisait partie de l'histoire française. Et donc ça me semblait important de revenir là-dessus aussi, parce qu'il y avait des choses après que je trouvais fictionnellement intéressantes, comme par exemple le fait que beaucoup de gilets jaunes avaient ou ont même des origines sociales et géographiques assez semblables à celles de beaucoup de policiers, c'est-à-dire, encore une fois, de zones rurales, de zones périurbaines, de milieux plutôt modestes, etc. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes pensaient que les policiers allaient être de leur côté, et le gouvernement a eu peur de cette contagion. Et voilà, et ça nous a donné aussi l'idée, avec Gilles, d'imaginer cette origine commune, enfin, entre Léa Drucker, qui vient de Saint-Dizier, comme la famille de manifestants, et de créer ce biais qui répond éventuellement au biais que peut être le fait d'être un policier enquêtant sur d'autres policiers. C'est sur le même thème, mais est-ce que pendant l'écriture, vous avez pensé aux interprétations politiques que le film pourrait avoir à sa sortie, connaissant la conjoncture en France ? Non, enfin je me disais que que le film posait des questions, et que j'espérais que ça allait permettre de reparler du maintien de l'ordre, de la doctrine du maintien de l'ordre tel qu'il est conçu en France, c'est-à-dire basé essentiellement sur la répression, que ça allait aussi permettre aux victimes de violences policières d'être peut-être vus comme des victimes, parce qu'ils et elles souffrent beaucoup de ça, d'avoir été blessés, meurtris dans leur chair, et après qu'on leur a refusé ce statut-là. Enfin, c'est vraiment une deuxième violence très forte. Enfin, j'en ai discuté avec plusieurs d'entre elles et eux. C'est vraiment violent. Voilà, donc si ça peut changer un tout petit peu cela. Après, je savais pas comment. Enfin, est-ce que ça. Enfin, moi, j'ai essayé de faire un film qui questionne, enfin, pas qui assène des vérités, ou c'est pas. Enfin, je pense que c'est un film qui a un côté politique, mais c'est pas dans le sens militant. Oui, l'idée c'était de poser des questions tout en nommant les choses. Enfin, il ne s'agit pas de dire oui, chacun a ses raisons et puis on met la balle au centre et tout va bien, parce que le problème en France, c'est en fait, enfin, ou ailleurs peut-être aussi, mais surtout en France, c'est l'incapacité des politiques de prononcer le mot violence policière. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère, enfin, surtout quand on voit les vidéos de Sainte-Soline, enfin, je ne sais pas si vous les avez vues là, récemment. Il y a 2 semaines. Pardon ? Celles qui sont sorties. Oui, celles qui sont sorties il y a 2 semaines, où on voit des gendarmes, enfin, se comporter de façon, enfin, se réjouir de blesser des manifestants, etc., qui n'est pas une parole claire à ce moment-là de la part des politiques qui disent c'est inacceptable. Et ces personnes ne méritent pas d'être gendarmes ou d'être policiers. Ce n'est pas pour autant qu'on jette l'opprobre sur toute la profession, mais on sent que les politiques marchent sur des œufs et sont pétrifiés. Et ils ont peur que les syndicats fassent du chantage, leur tournent le dos. Enfin, les syndicats majoritaires policiers en France et d'extrême droite, on peut le dire. Donc, et ils ont un pouvoir de nuisance énorme. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de condamner toute la police. Je pense qu'une démocratie a besoin d'une police, mais d'une police réellement républicaine et citoyenne. Et je pense qu'effectivement, il y a un mal-être dans la police, enfin que plein de policiers se sentent mal parce qu'ils sont
détesté par des pans entiers de la population. Mais enfin, pour moi, la solution n'est pas en les armant encore plus et en les confortant dans une position de forteresse assiégée où tout le monde veut leur cracher dessus et les tuer, comme ils disent parfois, mais en redonnant du sens à leur métier. Et ça, c'est-à-dire en retissant le lien complètement détérioré avec des pans entiers de la population et en refaisant une police citoyenne et républicaine. Et il y a plein de policiers qui aimeraient bien que ça soit le cas, mais on les écoute beaucoup moins que ceux qui sont représentés par les syndicats ultra-droitiers, et ça, c'est vraiment problématique. On arrive déjà au terme de cet entretien. Merci beaucoup. Ah, une dernière ? Alors, on va vous monter le micro. Attendez, j'arrive. Je monte vite et vous parlez vite, parce qu'après, on doit vite partir. Ah, il y a C'est une qui ? séance ? Oui. Pardon ? On rentabilise la séance. Voilà, vite. Mais il y a le mot discernement qui me vient. J'ai l'impression que dans les discours politiques et autres, ou dans ce rapport de force entre l'opinion publique et le politique, et puis les syndicats, je sens quelque part qu'il manque que dans les paroles, dans les discours, il y a un manque de discernement quelque part, dû sans doute à ces pressions et cette difficulté, cette gêne. Et on a un peu l'impression, enfin j'ai un peu l'impression que ça apporterait du crédit si on pouvait entendre des positions, des postures qui discernent un peu les choses dans ce champ-là. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est ce que j'essaye de faire modestement avec le film, mais malheureusement, l'époque ne va pas vraiment dans ce sens-là, parce qu'on est sur des postures de plus en plus clivantes et dans des invectives, et où la nuance et la complexité n'a plus droit à la parole, quoi. Où c'est soit noir, soit blanc, soit t'es pro-flic, soit t'es anti-flic. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Enfin, si tout le monde y mettait un peu plus de discernement, ça ferait du bien. Et puis voilà, et ça pose la question de ce que soulève Stéphanie à un moment donné quand elle dit à sa supérieure, enfin, si chaque point de vue autre que le sien est vécu comme hostile, comment est-ce qu'on tient ensemble ? Et cette question de comment faire société est effectivement importante et me préoccupe comme beaucoup d'autres, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et c'est le moment où on dit que le film sort mercredi prochain, donc le 26 novembre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli dans cette belle salle.